bonjour tout le monde. Alors, mon intervention un petit peu s'articulera autour de quelques informations, bien sûr, concernant pédagogique, peut-être et académique, de la flore et de la flore en Algérie, sur la biodiversité et donc le caractère un peu exceptionnel des changements climatiques. Alors, comme vous le savez, donc, cette biodiversité qui dit un petit peu variabilité de toutes les biocénoses, qui concerne en quelque sorte la diversité génétique, la diversité spécifique, celle des espèces, et la diversité écosystémique, donc des écosystèmes. Donc c'est une échelle fine jusqu'à une échelle très grande. Donc ça, c'est des petits rappels. Alors, au cours du temps, donc, cette activité humaine donc, a un petit peu perturbé un petit peu l'environnement en mutilant, bien sûr, modifiant les ressources donc, biotiques locales. Donc, ce qui a fait que le problème de la domestication de part des plantes, parce que je suis un peu spécialisé dans les foresteries et dans la plante, donc les variétés des plantes cultivées, des radins, ont également façonné la biodiversité. C'est-à-dire que les plantes sauvages et apparentées renferment une plus grande biodiversité et une stabilité génétique plus importante. La domestication a permis un petit peu donc, de éroder cette biodiversité. Ça, c'est en général. Alors, parmi les principes pour conserver la biodiversité, on citera, vous avez quelques 10 points. J'en citerai 2 ou 3 un petit peu pour voir l'intérêt de cette biodiversité d'une manière générale. Alors, le premier point, il dit quand même, on dit que chaque forme de vie est unique et mérite le respect donc, de l'humanité. Donc, chaque espèce vivante est intéressante et doit être respectée et non négligée. Il y a d'autres points donc, qui donnent des informations un petit peu. C'est les coûts, les avantages de cette biodiversité doivent être partagés entre pratiquement toute la communauté internationale. Je parle des pays riches et des pays non développés. Et on voit actuellement que finalement la richesse, je parle de la richesse au point de vue biologique, existe beaucoup plus dans ces pays, mais les gens qui se permettent donc d'utiliser et d'avoir accès, ce sont les plus riches. Il est inconcevable donc d'avoir un petit peu ce déséquilibre. Alors les coûts et les avantages doivent être partagés et ce phénomène normalement doit être un petit peu utilisé au niveau national, régional et international. Le concept c'est quoi? Ce sont les gens qui sont tout près de cette biodiversité doivent en profiter, ce qui n'est pas le cas. Donc ça donne un petit peu quelques idées sur la diversité, même la diversité culturelle, etc. Donc ça c'est un petit peu une loi concernant cette biodiversité. Alors dans le cadre de la conservation de la conférence donc, des Nations Unies, donc il y a un projet donc 2015 qui a été donné par le ministère donc comment dire, de l'aménagement du territoire Nasser et de l'environnement. Donc il a donné donc des recommandations en Algérie comment on peut conserver cette biodiversité sur certaines zones bien spécifiques. Vous avez plusieurs points, les zones stépiques et sahariennes, donc qui sont très importantes et très riches. La protection donc, des écosystèmes fragiles, donc les 47 zones humides, donc la liste de Ramsar. La conservation des espèces sauvages, exemple les antilopes, etc. La réintroduction a été opérée dans ce domaine-là. Donc il y a des zones très très intéressantes qui doivent être conservées. Et enfin, la conservation des essences endémiques, des zones sahariennes, réhabilitation de l'arganie avec une aire protégée en cours de création de 90 000 hectares. Donc l'arganie est une espèce intéressante qui se trouve avec une douve, à Tindouf, donc qui est en train d'être revalorisée par rapport à nos voisins, donc aux Marocains, qui ont une activité traditionnelle et pharmaceutique très très importante et qui ramène beaucoup d'argent. Alors, la synthèse donc, qui a été donnée par la Convention de la diversité biologique, donc une première évaluation
ce sont les changements climatiques sur les écosystèmes à partir de jugements d'experts, d'une manière globale en Algérie. Je parle un petit peu de l'Algérie et plus spécialement des zones caractéristiques de l'Algérie. Donc ce sont les grands écosystèmes, les écosystèmes stépiques, montagneux, humides, marins et littoraux, agricoles et écosystèmes sahariens. Nous avons pratiquement toute une répartition globale sur l'Algérie. Donc ça c'est le rapport qui donne un petit peu donc un inventaire. Vous pouvez voir un petit peu entre les différentes années. Ça c'est le dernier inventaire de 2014 qui donne une petite répartition globale. Et on peut constater quand même entre l'année 2000 et 2014 que finalement nous avons un petit peu une évolution assez intéressante de cette biodiversité, qu'elle soit animale donc, ou végétale. Donc vous avez un répertoire grand. Donc les inventaires, ce n'est pas facile à faire et il faut toujours les mettre à jour. Hein. Donc il faut des experts, etc. Et il faut donc un recensement assez minutieux, ce qui n'est pas le cas parce qu'on manque pratiquement d'experts dans ce domaine. Nous trouvons des spécialistes un peu partout, hein, dans chaque partie, mais finalement, un expert en faune et flore, je crois qu'il est difficile d'en trouver. Très très difficile d'en trouver. Donc l'enrichissement de la flore donc, est très important. Donc entre ces quelques années, donc il y a à peu près 4100 en 2014. Un autre point qui est très important, c'est aussi un petit peu l'endémisme. Donc ce sont les espèces confinées et localisées, autochtones. Et ce pourcentage montre un petit peu l'enrichissement et la valeur biotique de ces écosystèmes. Donc selon l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, vous avez quand même ce qu'on appelle, quand on fait un recensement, nous avons des espèces rares, très rares et assez rares. Cela mérite d'être un petit peu conservé. Et donc vous voyez que finalement, entre les années, donc vous allez voir une évolution assez parfois intéressante et parfois des espèces qui disparaissent. Parce que si on parle de la liste rouge donc, qui est donnée dans ce cadre-là, l'Algérie n'a pas de liste rouge. Donc de liste rouge qui montre un petit peu la disparition ou bien la voie d'extinction des espèces. Donc c'est à cause donc, du manque d'experts dans ce domaine-là. C'est un petit peu donc ce problème-là qui est posé. Donc les inventaires et la connaissance. Alors, on a un petit peu délimité en Algérie, donc ça c'est un petit peu un ensemble d'experts qui s'est réuni pour voir un petit peu quels sont en Algérie les meilleurs écosystèmes, les meilleurs milieux de biodiversité végétale. Donc il a été donné que pratiquement nous avons 14 zones de ZIP, donc les zones d'intérêt des plantes. Si vous voyez très bien, ce sont des sites pratiquement forestiers, et quand on parle de la forêt, c'est pratiquement le climax de toute évolution végétale. Donc vous avez pas mal de massifs forestiers, de parcs nationaux ou de réserves donc protégées, etc. Et vous avez un petit peu la caractéristique, est-ce que ce sont des monts, des massifs, etc., des falaises, etc. Et vous avez donc une petite donnée donc sur le nombre des espèces donc menacées et des espèces endémiques. Donc comme je l'ai dit, donc, les espèces, l'endémisme, c'est une richesse très très importante. On citera quelques espèces telles que par exemple le tuya, le tétraclinis, le cyprès du prisonnier du Sahara, l'arganier, etc. Il y a beaucoup de l'olivier, la périne, etc. Donc il y a beaucoup d'espèces. Ça vous montre que ces zones-là renferment une biodiversité très 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 importante. Donc c'est bon à connaître. Alors, effectivement, je ne me suis pas étalé tellement sur la biodiversité parce que c'est un domaine très vaste et très difficile. Étant donné que je suis forestier un petit peu intéressé donc, dans le domaine des plantes, un petit peu médicinal dans ce domaine-là, finalement,
quand on caractérise le pays, on va à son climat. Ça, c'est un petit rappel, donc très succinct, qui montre que nous avons quand même 4 étages de végétation qui sont réunis, qui sont caractérisés par 2 paramètres, les 2 caractères, ce sont la température et la pluviométrie. Donc ce sont ces paramètres-là qui inquiètent aujourd'hui donc un petit peu la communauté scientifique sur ce qu'on appelle un petit peu les changements climatiques. L'Algérie, vous savez, vous avez donc une partie, disons, habitable sur le nord et 90% donc c'est un climat aride à saharien. Mais si on voit d'une manière générale, les températures donc, sont plus importantes vers le nord, ils diminuent vers le sud et ils diminuent d'est en ouest. Ça, c'est des gradients qui sont très connus, ainsi que les températures. Vous voyez que les températures sont variables, soit en été, soit en hiver. Ce sont généralement les 2 paramètres. L'été donc, et l'hiver, ce sont le petit thème et le grand thème. Donc, le minima de chaque mois, le mois le plus froid, et le maxima de la température du mois le plus chaud. Ça, ce sont des paramètres climatiques très simples. Alors, les tendances climatiques, donc vous avez ici des variabilités climatiques qui ont évolué depuis peut-être déjà une trentaine à 40 ans, et les températures, c'est le facteur thermique qui inquiète les plus, malgré que les précipitations diminuent effectivement. Donc la pluviométrie aussi, elle revient parfois après certaines décennies à des périodes pluvieuses, après des périodes donc, de sécheresse. Donc les épisodes pluvieux sont les épisodes pluvieux sont rares, mais ils sont quand même très forts. Alors, la hausse de la température, donc minimale et maximale, elle a été un petit peu observée à partir des années 70. C'est maintenant qu'on ressent un petit peu cet impact. Alors, ces changements, donc pratiquement, affectent la biodiversité d'une manière globale, les animaux, les végétaux et même les humains. Hein? Vous voyez que même les humains ont été affectés par ces périodes donc, de sécheresse où on compte des milliers de morts parfois dans des pays donc, européens. Donc la forêt régresse un petit peu, l'érosion et hydrique des sols, donc s'accentue. Donc c'est des phénomènes assez globaux. Alors, les changements climatiques, il vient un petit peu ce terme-là de la variabilité, des variations climatiques. Et qui est la cause? La cause, c'est bien sûr le facteur humain. Le facteur humain, par le développement, hein, donc par son développement, donc, etc., et par sa population qui augmente, qui est un petit peu affectée l'atmosphère avec des émanations de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors le GIEC, donc le groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, c'est un groupe d'experts internationaux qui remet pratiquement chaque année un rapport très détaillé, concerne plusieurs experts, et donc les États se réunissent dans ce qu'on appelle les COP, les conférences sur les changements climatiques. Alors, voilà ce qu'ils projetaient. Donc, une température moyenne de 1 à 4 degrés, ça c'est le scénario actuel, donc une augmentation de cette température qui est réelle, une élévation du niveau des océans, etc., entre 20 et 30 cm, qui concerne un petit peu les zones littorales qui sont très affectées, et une augmentation globale des précipitations avec une disparité donc très importante qui est très variable, mais grossièrement. Alors, la concentration moyenne donc, des gaz à effet de serre, donc elle est très variable. Alors, nous avons 2 scénarios, le RCP 2.6 et le RCP 8.5. Qu'est-ce qu'ils donnent? On se focalise sur l'émission des gaz. Ça, c'est au niveau global, hein, c'est au niveau du globe de la planète. Ce n'est pas spécifique à une région. Donc, c'est d'une manière globale. Donc, le scénario plus optimiste, c'est 430 ppm, et le plus pessimiste, c'est 1230, c'est 3 fois plus. Alors, cette concentration actuelle, elle est de 460 ppm, donc du CO2, soit une augmentation à peu près de 25%
par rapport à 2000. À 2000, on était à 370 ppm. Et ça continue à augmenter. Donc l'effet de serre, c'est un petit peu ça. Donc le problème important, c'est l'émission de ces gaz-là qui font augmenter la température. Ça, c'est la problématique. Comment faire diminuer la température moyenne du globe? C'est ça le problème, diminuer les émissions. Mais il y a d'autres processus sur le terrain, bien sûr, qu'on peut réaliser par ce qu'on appelle les puits de carbone. Comment stocker le carbone qui est en plus dans l'atmosphère? Alors, le tableau des scénarios, vous avez un petit peu, ça c'est en Algérie, c'est spécifique à l'Algérie. On se base sur la température. Donc, est-ce qu'elle est saisonnière, elle n'est pas saisonnière, elle est annuelle, etc. Donc, les chiffres. Donc, ce qui est confirmé, c'est quand même, d'après les modèles qui ont été réalisés, cette augmentation est très caractéristique. La pluviométrie, effectivement, la pluviométrie, elle est variable. Il y a une diminution, effectivement, de la pluviométrie, donc, mais qui est quantifiée entre à peu près 9 à 14%, parce que nous avons des périodes pluvieuses très fortes, hein, et parfois une absence de ces précipitations pendant certains mois. Alors, les périodes de sécheresse augmentent, les périodes humides, les épisodes humides aussi augmentent avec des fréquences très importantes, que parfois il est très difficile de quantifier, c'est ça le problème. Les feux de forêt, bon, difficile à quantifier, mais en Algérie nous avons le chiffre, donc c'est, si vous voulez, c'est 700 ou 800 000 hectares, ça fait une année, et cette année vers les 200 000 hectares, donc vous avez donc pratiquement des incendies très très importants. La concentration des gaz à effet de serre, elle doit se maintenir d'après les prévisions, on est à 460, mais on doit revenir à 360, donc 10 ppm. Donc elle est uniquement basée sur les données au niveau du globe. Elle n'est pas localisée, mais c'est des données donc, par logique qui sont données. Donc c'est difficile de les quantifier ici. On arrive aux conférences donc, du climat qui se font pratiquement chaque année. Donc la COP26 de Glasgow en novembre 2021 donne certaines recommandations très globales et très succinctes. Ce n'est pas dans le détail. C'est les émissions mondiales de CO2 de 45, réduire. J'ai dit de 450 à 370 ppm. Parmi ces pays qui sont les plus pollueurs, vous avez un certain nombre de pays, l'Australie, la Chine, les États-Unis, n'ont pas signé l'accord. Ce sont les plus grands pollueurs. Donc il reste un problème pour ça. Respecter l'objectif de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris, donc lors de la COP 21, c'est ça l'objectif primordial. Comment faire ou bien statuer sur le niveau de 1,5 degré. Prévoir donc une déforestation jusqu'à 2030. Hein. Pourquoi la déforestation? Lutter contre les feux de forêt. Parce que les végétaux, d'une manière générale, sont des puits de carbone. Des puits de carbone. Si on prend l'exemple, la formation d'un mètre cube de bois, un mètre cube de bois formé dans la forêt nécessite 200 kg de carbone atmosphérique. Donc là, la formation du bois, c'est 200 kg. D'accord? Donc c'est déjà important. Mais il y a plus, je reviendrai tout à l'heure. Les incendies de forêt, donc c'est un phénomène très très difficile, donc difficile à maîtriser. Voilà. Sur ce point-là, justement, au niveau de ces conférences-là, donc à la recommandation de la COP 27 de Sharm el-Sheikh, la hausse de température mondiale maintenue à 1,5 degré, donc ça date de 21. Donc de la COP 21. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé à maintenir ce niveau. Soutien encore plus important aux pays vulnérables, plus de 200 milliards de dollars, et on parle même de plus de 1000 milliards de dollars. Énergie des fossiles, donc qui doivent être préservées, avec donc des actions très importantes. Parce que cet argent est donné, c'est pour un petit peu limiter les dégâts donc, de ces conditions. Quand j'ai parlé, donc la prochaine COP se tiendra donc à Dubaï
en novembre 2003. Et ici, un expert donc tunisien qui a eu l'audace quand même de proposer lors de la conférence de Sharm el-Sheikh sur l'intérêt de la plantation de l'opincia. Donc l'opincia, donc le Ficus indica, donc l'hindi, hein, qui est une cactée très importante. Et celle-ci, elle permet de fixer 4 à 5, même plus, 4 fois plus de carbone que les arbres. C'est une plante. Donc, d'après cet ingénieur tunisien qui a fait la remarque, donc il a donné à peu près, il donne un chiffre, 360 tonnes de CO2 par hectare et par hectare, pour le cactus. Malheureusement, cette plante, elle est en train de souffrir et en train de dépérir à cause d'une cochenille. Elle est attaquée par une cochenille. Et bon, cet expert tunisien, c'est un ingénieur agronome, donc il a lancé l'alerte. Donc vous avez le cactus, il ne demande rien du tout. On peut le planter en quantité, en qualité. En Algérie, il existe, mais il mérite d'être encore plus développé. Ce cas-là, je l'ai personnellement observé dans la région de Tahit avec les services forestiers. Je ne sais pas si les services de Constantine le savent, mais à Tahit, on a ce problème-là. Donc, ce domaine-là mérite un intéressement par les jeunes chercheurs, donc un petit peu, de voir un petit peu ce problème, parce que c'est un problème. Hein? Donc, d'après cet expert, donc, il donne quand même il donne cette indication très importante, et ça tient compte, ça fait des puits de carbone. Pour diminuer le taux de CO2, il faut faire des puits de carbone. Les premiers puits, ce sont les végétaux. Il y a aussi les océans, bien sûr. Il y a aussi d'autres techniques qu'on peut stocker dans le sol, comme le font les Allemands, etc. Donc, le végétal est là, le cactus est là. On peut, si vous voulez, se projeter vers ce domaine. Parce que le cactus, c'est une plante, ce qu'on appelle des carasulacées, de type K, par rapport aux autres plantes de type C3 ou C4. Donc, où la photosynthèse est un peu différente, d'après la formation sur les composés organiques. Soit un composé organique à 3 carbones, ou bien un composé organique à 4 carbones. L'intérêt de ces cactus-là, c'est que pendant la nuit, ils laissent les stomates ouvertes. Les stomates sont ouvertes et la synthèse de l'acide malique est en continu. Ce que fait le carbone ne disparaît pas par une évaporation journalière. C'est ça l'intérêt de cette plante. Donc c'est des processus physiologiques. Des fois, il faut penser à des choses très faciles. Donc la prochaine COP, c'est un petit peu à Dubaï. Alors, par rapport à tout ça, quand même, on s'est intéressé, on a dit quand même ces changements, comment est-ce qu'on peut les quantifier? Donc, dans notre laboratoire, ça fait à peu près 4 ou 5 ans, on s'est intéressé finalement à ce qu'on appelle au stress thermique ou bien au régime thermique. Par rapport au régime pluviométrique, c'est très simple. Le régime pluviométrique, c'est un petit peu la quantité de pluie qui tombe chaque saison. Hein? L'hiver, l'automne, le printemps et l'été. C'est normal. On s'est dit, pourquoi pas? Nous, on va changer, on va s'intéresser. Bon, c'est un thème de recherche sur lequel je travaille depuis 15 ans, peut-être, sur le régime thermique. C'est-à-dire, comme pour la pluviométrie, nous l'avons vu, on a dit sur le régime thermique. Quel est ce régime thermique? C'est-à-dire ce cumul thermique des températures, il fait chaud, il fait froid, etc. On ne sait pas comme ça. Donc, on s'est intéressé. Donc, on a fait un cumul journalier, mensuel, saisonnier et annuel, sur des températures prises toutes les heures de chaque jour ou au minimum toutes les 3 heures. Donc ça fait quand même des milliers de chiffres à traiter. Et on a traité, donc on a fait des cumuls et on a vu quels sont donc un petit peu le régime qui est donné. Le régime EAPH, ça veut dire été, automne, printemps, hiver. Il est tout à fait normal que ce régime commence avec l'été. Ensuite, l'automne, le printemps et l'hiver. L'hiver, c'est le dernier, logiquement. Il fait plus froid, la température, même le cumul. Mais
on a découvert quand même que ce régime change. Que l'hiver, parfois, il peut être placé avant, par exemple, le printemps. Et ça, c'est un problème. Ou bien, il y a une modification entre les deux saisons. C'est des variabilités mensuelles, saisonnières et annuelles. Et on peut l'expliquer comme on veut. Il y a différentes explications. Alors, pour Constantine, ça a été réalisé entre 98 et 80. Cette étude, elle a montré que toutes les saisons présentent quand même une variabilité, c'est-à-dire soit des refroidissements, soit des réchauffements. Et vous voyez ici que l'été, il y a 18 réchauffements et que l'hiver, il y a 10 refroidissements. Donc ça, c'est au point de vue saisonnier. La saison, on peut dire qu'elle est fraîche ou bien elle est chaude. Mais si on raisonne sur l'annuel, l'annuel c'est différent, parce que c'est le total. Mais ça donne une idée globale sur le climat global annuel. Sur le global, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça qu'il faut faire attention sur l'expression de ces résultats. Sur le total, nous avons 15 réchauffements plus 7 refroidissements. C'est-à-dire que chaque année, il y a une modification de la température. Et j'ai parlé tout à l'heure du petit M et du grand M. D'accord? Alors, la variabilité, c'est de 6%. Nous avons un seul changement. Vous voyez le EAHP, c'est-à-dire que l'hiver était plus chaud que le printemps. Extraordinaire. Ça ne veut pas dire lorsqu'il fait chaud, on dit c'est l'été. C'est les autres saisons qui se réchauffent. Et inversement, même l'été peut se refroidir. Nous l'avons fait pour certaines wilayas et nous avons des résultats un peu caractéristiques. Donc vous voyez le tableau. Alors, par rapport à ça, on dit, on avait, donc c'est spécifique là pour la région de Constantine. Nous avons analysé ces températures varient, mais finalement comment qu'elles agissent sur la végétation, sur toutes les biocénoses. Nous avons essayé de quantifier ce qu'on appelle les stress de froid et les stress de chaleur. C'est quoi un stress? C'est lorsque la température est inférieure au petit m, c'est-à-dire à la moyenne du minimum du mois le plus froid. Je donne Constantine par exemple 1,8 degré, petit m. Toutes les températures inférieures à moins 8 sont un stress de froid. Toutes les températures supérieures à 33 ou 34 degrés 5, la valeur exacte qui est donnée, sont des stress de chaud. Vous voyez que les durées de stress sont très importantes. Si on prend la saison froide, 628, le nombre de stress, la durée de stress, c'est 4312 heures. Donc vous voyez, ça c'est les stress. C'est-à-dire que la température, elle varie au-dessous ou bien au-dessus des seuils. Et ça, les végétaux le ressentent comme toutes les populations. Donc les années sont caractéristiques, vous voyez les stress, peut-être un peu plus. Pour la température de moins 10,5 degrés, s'est installée sur Constantine sur plus de 24 heures. Donc ça a fait des dégâts sur le... Donc ça c'est les années pour avoir une idée. Alors le même il a été réalisé à Gigel avec une variabilité de 5%. Alors sur Gigel, le régime thermique, donc c'est le même, il reste le même toujours, EHP à 80, disons 15%, 90%, c'est le même. Mais les variations, là vous l'avez. Et bien à Gigel, l'hiver reprend la place du printemps. L'hiver est plus chaud que le printemps. Donc sur les 20 ans, on a trouvé un seul changement. Par contre, pour la région de Biskra, donc je reviens à Gigel, Gigel vous avez, annuel, vous avez 12 à peu près refroidissements et 10 réchauffements. Donc en gros, c'est réparti entre les étés, les hivers, etc. Biskra, nous avons donc une variabilité de 5%, parce que la température varie énormément, donc un intervalle très important. Nous avons 5 changements, 5 variabilités qui sont données. Donc au lieu que ce soit
l'automne qui soit le plus chaud, c'est le printemps qui est devenu plus chaud. 5 fois. Donc on peut dire qu'au niveau commun, ce sont les zones arides et sahariennes qui sont le plus affectées par ces changements climatiques, par, je dis moi, de régime thermique. Béjaïa aussi, donc Béjaïa, au lieu que ce soit l'automne qui est plus chaud, c'est le printemps qui est plus chaud. Donc vous voyez toujours les réchauffements et le refroidissement. Si on prend Béjaïa, nous avons annuellement, c'est quand même des refroidissements qu'il importe sur les... Mais je vous dis, sur le nombre est important. Batna, un petit peu toujours, nous avons le même scénario, c'est-à-dire des régimes thermiques, ce sont les saisons qui sont... Mais si on voit globalement, quand on dit réchauffe, on a l'impression que ça chauffe, alors que parfois, c'est un refroidissement. C'est ça un petit peu l'ambiguïté de ces études. Donc, saisonnièrement, on a une autre vision, et annuellement, c'est une autre manière de réfléchir. Donc, mais si on voit sur le global, vous voyez, par exemple, pour Patna, 61 réchauffements contre 35. Donc, ça, c'est donné. Là, c'est un petit peu pour voir la biodiversité au niveau donc, du manière générale. Donc, vous avez ici l'acacia radiana à Bichar. Donc, c'est une espèce très importante, endémique. Et cette zone de Bichar, elle va faire l'objet donc la création d'un parc national. C'est le parc national donc qui va un petit peu servir pour justement protéger donc les gazelles. Le cyprès chauffe donc une station unique, les peuplements de Pimpignan, les maquis de Chenkermès, les cédrés de Khinchla, le genévrier turifère, donc c'est une espèce endémique, donc dans les Aurès, qui est en voie de disparition. Le Tetraclinis articula, donc Tarit, là c'est un petit peu biodiversité culturelle. Le Rétama, donc le Rétama, genévrier turifère, donc le Tetraclinus, le Rétama, donc le Rétame, vous le savez, c'est une espèce aussi médicinale, mais elle permet donc de limiter contre l'ensablement. Donc, un truc biodiversité culturelle, ce sont les Ksour, donc, de Tarit, de Bnéapès. Alors, sur les phénomènes épisodiques, toutes ces variations climatiques peuvent ramener des inondations et des sécheresses très importantes. Et les phénomènes, donc, violents, vous avez un cas qui a été réalisé à Constantine en 2019. En pratiquement 1 heure, on a eu donc des orages très très importants avec une grêle très très importante. Et vous avez un cas ici, vous avez des voitures englouties pratiquement en l'espace d'1 heure à cause de la couche donc, de grêle qui a été donnée. Donc ce sont les accidents les plus extraordinaires et qui causent de dégâts. Donc l'impact humain d'une manière générale joue sur cette biodiversité qu'il faudrait un petit peu donc savoir la protéger à différents niveaux. Voilà, je vous remercie pour cette modeste contribution.